Il y a des expériences qui se déroulent en ce moment même, de vraies expériences de physique évaluées par des pairs où le temps n'existe pas. Pas une seconde, pas un tic-tac, rien. Et pourtant, dans cette étrange absence, l'univers ne reste pas immobile. Les choses se produisent quand même. Les particules changent, les systèmes évoluent, les photons agissent comme des horloges. Et d'une manière ou d'une autre, l'histoire avance, mais pas parce que le temps tic-tac au second plan. C'est à cause d'autre chose d'entièrement différent, quelque chose de plus étrange. Selon un nombre croissant de physiciens, le temps pourrait ne pas être un ingrédient fondamental de la réalité. Il pourrait n'être qu'un effet secondaire, une illusion, quelque chose qui n'apparaît que lorsque des parties de l'univers sont intriquées les unes avec les autres de la bonne manière. Et une fois que vous comprenez comment cela fonctionne, tout le reste commence à sembler très différent. Le mouvement, la cause, la mémoire, même toute votre vie. Pas moins réel, juste pas ce que nous pensions. Vous ne le remarquez pas dans votre vie quotidienne, mais la physique a un sérieux problème avec le temps. Ce n'est pas juste un glitch technique dans quelques équations. C'est une contradiction qui trône au centre de deux de nos théories les plus réussies de la réalité. D'un côté, vous avez la relativité générale d'Einstein, un modèle brillant et précis de la façon dont la gravité fonctionne et des objets se déplacent dans l'espace. Dans cette vision, le temps n'est pas un flux constant qui tic-tac en arrière-plan. C'est une partie d'un tissu flexible. Il se plie et s'étire en fonction de la vitesse à laquelle vous vous déplacez ou de la proximité d'un objet massif. Une horloge sur une montagne tourne plus vite qu'une horloge dans une vallée. Deux montres identiques synchronisées au niveau de la mer dériveront si l'une est emportée en vol. Ce n'est pas une supposition. Cela a été mesuré. C'est comme ça que fonctionne le GPS. Dans la relativité générale, le temps est physique, mais il est aussi relatif. Il n'est pas le même pour tout le monde. De l'autre côté, il y a la mécanique quantique, notre meilleur cadre pour décrire les atomes, les particules et tous les comportements étranges qu'elles montrent à petite échelle. Mais dans la mécanique quantique, le temps est traité très différemment. Il n'est pas plié, étiré ou emmêlé avec l'espace. Il n'est même pas dynamique. Le temps en mécanique quantique n'est qu'une variable de fond. Il est fixe, universel et absolu. Il avance pas à pas, le même pour tout le monde, comme les tic-tac d'un métronome cosmique parfait. Les particules peuvent être incertaines, indéterminées, probabilistes, mais l'horloge elle-même est toujours régulière. Donc, voici le problème. Ces deux théories, la relativité et la mécanique quantique, fonctionnent incroyablement bien. Elles correspondent aux expériences avec une précision ridicule, mais elles ne s'accordent pas sur ce qu'est le temps. Dans l'une, le temps est flexible et local. Dans l'autre, il est rigide et global. Il n'y a pas de version unique du temps qui fonctionne dans les deux. Si vous essayez de construire une théorie qui unifie les deux, une théorie quantique de la gravité par exemple, vous tombez immédiatement sur un mur. Quelle version du temps allez-vous utiliser? Elles ne peuvent pas toutes les deux avoir raison. Les physiciens sont bloqués là-dessus depuis des décennies. Essayez d'écrire les équations pour la gravité quantique, et l'une des premières choses que vous remarquez, c'est que le temps disparaît littéralement. Dans certaines formulations, comme l'équation de Wheeler-DeWitt, la variable pour le temps n'apparaît même pas. Vous vous retrouvez avec un système qui décrit d'une manière ou d'une autre tout, mais qui n'évolue pas. C'est comme si l'univers au niveau le plus profond ne progressait pas dans le temps. Il est juste là, complètement immobile. Ce n'est pas une théorie marginale des années 70. C'est un travail de recherche désormais central en gravité quantique. Les implications sont difficiles à ignorer. Peut-être que le temps n'a pas besoin d'être partie de la description fondamentale de l'univers. Peut-être qu'il n'est pas intégré à la réalité du tout. Au lieu de cela, ce que nous expérimentons comme temps pourrait être quelque chose qui n'apparaît que dans certains contextes, comme la température ou la pression. Il pourrait être une propriété émergente, une conséquence de la façon dont les choses sont arrangées et interagissent. Cette idée que le temps pourrait ne pas être fondamental n'est pas juste une suggestion philosophique bizarre. C'est une réponse à une vraie incohérence entre les deux théories les plus réussies en physique. Et plus les chercheurs l'explorent, plus cela commence à avoir du sens. Pas parce qu'ils essaient de se débarrasser du temps, mais parce que le temps disparaît continuellement quand ils regardent de trop près. Nous venons de parler d'une réalité où le temps pourrait ne pas être réel de la manière dont nous le pensons. Où tout ce que nous expérimentons, le changement, la progression, la mémoire, pourraient n'être que des motifs dans l'intrication. Mais voici le truc.
Que le temps soit fondamental ou non, nous le ressentons toujours. Nous vivons encore à l'intérieur. Et parfois, le poids de cette expérience peut être accablant. Au début des années 1980, deux physiciens, Don Page et William Wouters, ont publié une théorie qui fait encore que la plupart des gens s'arrêtent et la relisent deux fois. Ils ne disaient pas que le temps s'écoule différemment en différents endroits. Ils n'essayaient pas de réparer la relativité ou de nettoyer la mécanique quantique. Ce qu'ils ont proposé était bien plus disruptif. Que le temps pourrait ne pas être réel dès le départ. Pas de la manière dont nous le pensons. Selon leur théorie, l'univers entier pourrait exister dans un état complètement statique et intemporel. Et pourtant, de l'intérieur de cet univers, un observateur pourrait encore expérimenter le passage du temps comme s'il était réel, sans qu'il y ait une vraie horloge qui tic-tac en dessous. Cela semble être une contradiction, mais leur logique était construite sur l'une des caractéristiques les plus étranges et les plus puissantes de la physique quantique. L'intrication. En mécanique quantique, l'intrication décrit une situation où deux systèmes ou plus deviennent si profondément connectés que l'état de l'un ne peut pas être décrit indépendamment de l'autre. Vous ne pouvez pas parler de la particule A sans référencer la particule B. Elles ne sont pas juste coordonnées. Elles font partie d'un tout mathématique unique. Page et Wouters ont posé une question audacieuse. Et si l'évolution que nous décrivons normalement en utilisant le temps, la façon dont les particules changent, la façon dont les systèmes se développent, n'était pas pilotée par une horloge de fond du tout? Et si elle n'apparaissait que quand un système quantique était intriqué avec un autre système que nous traitons comme une horloge? Pour tester cette idée, ils ont construit un modèle simple. Imaginez un système quantique fermé qui contient à la fois un système horloge et le reste de l'univers, une particule. Globalement, le système n'évolue pas. Il n'y a pas de variable temps appliquée de l'extérieur. Mais si vous regardez une partie du système, disons la particule, et la comparez à l'autre partie, l'horloge, quelque chose d'étrange se produit. La particule semble évoluer relativement à l'horloge, même si de l'extérieur, rien n'a changé. L'ensemble du système est figé. Mais à l'intérieur, un mouvement relatif et une progression émergeant purement par l'intrication. C'était l'intuition clé. Le temps, dans cette vision, n'est pas quelque chose appliqué de l'extérieur. Ce n'est pas une scène sur laquelle l'univers agit. C'est une corrélation. Il n'apparaît que quand une partie du système est utilisée pour mesurer une autre. L'illusion du temps vient de la façon dont les sous-systèmes sont intriqués. Il n'y a pas de flux, pas de mécanisme universel de tic-tac. Le système dans son ensemble est complètement statique. Mais à l'intérieur, les observateurs peuvent encore enregistrer des changements, faire des prédictions et percevoir ce qui ressemble à un présent en mouvement. Page et Wouters ne spéculaient pas seulement. Ils ont utilisé de vraies mathématiques pour montrer comment ce genre de temps relationnel pouvait être construit dans le cadre de la théorie quantique. Leur modèle produisait des dynamiques, c'est-à-dire des systèmes qui changent, d'une manière qui ressemblait exactement à l'équation de Schrödinger traditionnelle, le pilier de la mécanique quantique. Mais crucialement, il ne reposait pas sur une variable temps externe. Tout évoluait relativement à l'horloge à l'intérieur du système. Le temps n'était pas supposé. Il était construit à partir de relations. Cette approche était radicale, et pendant longtemps, elle a été en grande partie ignorée. Elle ne s'accordait pas avec le récit dominant en physique et elle était difficile à tester. Il n'y avait pas d'expérience évidente dans les années 1980 qui pouvait isoler des systèmes quantiques comme ça et observer l'intrication générant du temps en action. La théorie est restée tranquille, largement théorique, en attendant que la technologie rattrape son retard. Mais sa logique est restée intacte. Elle ne requérait pas de nouvelles physiques. Elle ne brisait aucune règle. Elle réinterprétait simplement ce qui était déjà là en utilisant l'un des principes les plus acceptés de toute la mécanique quantique. Le mécanisme Page-Wouters ne niait pas notre expérience du temps. Il l'expliquait différemment, et cette différence change tout. Si leur modèle est juste, alors le temps n'est pas un conteneur universel. Il n'est pas fondamental de la manière dont les symétries de jauge ou les champs quantiques pourraient l'être. C'est quelque chose qui émerge seulement quand des systèmes quantiques interagissent d'une certaine manière. Il n'est pas absolu. Il est relationnel. Et cela signifie que ce que nous pensons comme passé, présent et futur pourrait ne pas être intégré à l'univers du tout. Il pourrait n'apparaître que quand des sous-systèmes s'alignent juste comme il faut, donnant l'illusion que quelque chose avance, même si d'une vue plus élevée, rien ne bouge du tout. Pendant des décennies, le mécanisme Page-Wouters a été traité comme un modèle intéressant mais purement théorique. Il n'a pas été rejeté, mais il n'a pas été largement adopté non plus.
Le problème n'était pas avec la logique, c'était avec la technologie. Tester quelque chose comme ça requérait un environnement que la plupart des labs ne pouvaient simplement pas créer dans les années 1980 ou même les années 1990. Vous auriez besoin de construire un système quantique auto-contenu avec une horloge mesurable à l'intérieur. Vous auriez besoin de l'isoler de l'environnement, de l'empêcher de décohérer et de trouver un moyen d'observer réellement comment une partie du système change relativement à l'autre, même quand l'ensemble est techniquement figé. Ce niveau de contrôle n'est devenu possible que beaucoup plus tard. Puis en 2013, une équipe de chercheurs dirigée par Ekaterina Moreva en Italie a réussi à le faire. Ce qu'ils ont construit était un petit système quantique isolé, en utilisant des photons intriqués. Un photon agissait comme l'horloge et l'autre servait de système observé. Toute la configuration était conçue pour simuler les conditions exactes décrites par Page et Wouters. L'objectif n'était pas de mesurer le temps qui passe au sens habituel. C'était de tester si une évolution apparente pouvait émerger d'un système globalement statique, si un changement pouvait être observé quand il n'y avait pas de temps externe impliqué du tout. Voici comment ça marchait. Les photons étaient intriqués d'une manière très spécifique, selon la description globale, la fonction d'onde complète du système. Rien ne se passait. L'état était statique. De l'extérieur, il n'y avait pas de changement, pas de progression. Mais les chercheurs ne regardaient pas de l'extérieur. Ils regardaient l'état relatif d'un photon quand il était mesuré contre l'autre. Et ce qu'ils ont trouvé était exactement ce que Page et Wouters avaient prédit. Le second photon semblait évoluer, mais seulement quand référencé contre le photon horloge. En d'autres termes, le changement était visible de l'intérieur, même si l'ensemble du système n'évoluait pas du tout. Ce n'était pas juste une démonstration abstraite, c'était une implémentation physique réelle d'un univers intemporel qui apparaissait encore dynamique du point de vue de ses observateurs internes. Pour la première fois, les physiciens avaient un résultat basé en lab, montrant que le temps, ou du moins l'expérience du temps, pouvait émerger de l'intrication seule. C'est un changement majeur par rapport à nos suppositions habituelles. Cela suggère que le temps pourrait ne pas être un paramètre absolu qui s'écoule indépendamment de ce qui se passe à l'intérieur d'un système. Au lieu de cela, il pourrait n'apparaître que quand vous regardez des sous-systèmes intriqués d'une manière particulière. L'expérience n'a pas prouvé que le temps n'est pas réel. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la physique. Ce qu'elle a montré, c'est que l'illusion du temps, ce que nous interprétons comme évolution, mouvement, progrès, peut exister même quand le système sous-jacent est complètement statique. Cela ouvre la porte à une façon différente de penser à ce qu'est réellement le temps. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après ce résultat, l'intérêt pour les modèles de temps basés sur l'intrication a considérablement augmenté. Plus de chercheurs ont commencé à revisiter l'approche Page-Wouters et d'autres ont commencé à explorer des idées similaires en utilisant différents systèmes, des ions, des atomes, même des circuits supraconducteurs. Le principe restait le même. Si vous pouvez construire un système avec assez de cohérence interne et si ce système inclut une horloge bien définie, vous pouvez reproduire l'apparence du temps sans vous appuyer sur une variable temps externe. Cela avait aussi des implications au-delà de la simple curiosité philosophique pour la science de l'information quantique. Cela suggérait que le temps pourrait être une ressource qui peut être ingénierie, que vous pourriez construire des systèmes computationnels où l'évolution est définie entièrement par des corrélations internes, pas par une synchronisation avec une horloge extérieure. Dans un sens plus large, cela soulevait aussi des questions sur la façon dont nous définissons les mesures, comment nous interprétons les observateurs et comment nous distinguons le vrai mouvement du changement corrélé. Ce qui rendait l'expérience de 2013 si importante, ce n'était pas juste qu'elle confirmait une théorie, c'était qu'elle changeait la conversation. Après cela, il est devenu plus dur d'ignorer la possibilité que le temps pourrait ne pas être fondamental. Pas juste parce que les maths marchaient, mais parce que le lab montrait que ça pouvait arriver. Un système intemporel fait de rien d'autre que de lumière, se comportant comme si le temps était réel. Cela ne veut pas dire que le temps est faux. Cela veut juste dire que ce que nous pensons comme temps pourrait ne pas être ce qui est réellement là. La plupart des gens entendent d'abord parler de l'intrication quantique comme d'un genre de tour de passe-passe bizarre de la physique. Deux particules séparées par de vastes distances qui d'une manière ou d'une autre savent ce que l'autre fait. Einstein l'a célèbrement appelé une action fantomatique à distance. Et pendant des années, cela a été traité comme une curiosité qui n'avait pas beaucoup d'impact pratique en dehors des expériences de pensée. Mais ça a changé.
l'intrication est passée d'une caractéristique étrange de la théorie quantique à l'un de ses piliers les plus centraux. Ce n'est plus juste une façon de décrire la corrélation. C'est devenu le principe organisateur de nombreuses théories modernes sur la façon dont l'univers lui-même fonctionne. Dans le contexte de la mécanique quantique, l'intrication ne veut pas juste dire connecter. Cela veut dire que les états de deux systèmes ne sont pas indépendants. Ils sont décrits par un objet mathématique unifié, unique, la fonction d'onde combinée des deux. Si vous essayez d'écrire l'état d'un seul système sans référencer l'autre, vous perdez de l'information essentielle. C'est différent de la corrélation classique. Par exemple, si deux chaussettes sont dans un tiroir et que vous savez que l'une est rouge, vous savez instantanément que l'autre ne l'est pas. Mais l'intrication quantique est plus profonde. Ce n'est pas juste une connaissance partagée. C'est une identité partagée à travers les systèmes. Cela devient particulièrement pertinent quand nous posons des questions sur le temps. Dans le modèle Page-Wouters et des approches similaires, le temps n'est pas quelque chose qui existe en dehors de l'univers. Ce n'est pas une dimension séparée qui tic-tac indépendamment. Au lieu de cela, il est intégré dans les relations entre des sous-systèmes intriqués. L'univers dans son ensemble n'a pas besoin d'une horloge, mais les observateurs à l'intérieur de l'univers, fait de matière intriquée, expérimentent le temps parce qu'ils font partie du système intriqué. Leur expérience interne de changement, de moments qui se déroulent, émerge de la structure même de l'intrication elle-même. Ce qui fait que cela marche, c'est le contenu informationnel verrouillé dans ces états intriqués. L'horloge et le système ne courent pas côte à côte. Ils échangent de l'information d'une manière qui fait que l'un définit l'autre. Si l'état de l'horloge se déplace dans un motif prévisible et que l'état du système est corrélé avec lui, alors du point de vue de l'observateur, le système évolue. Cela ressemble à ce que le temps passe, mais il n'y a pas de paramètre global qui tic-tac en arrière-plan. Ce qu'il voit est une séquence de corrélation. Cela ne veut pas dire que l'intrication remplace le temps. Cela veut dire que l'intrication pourrait être la raison pour laquelle nous avons du temps du tout. Et cette idée n'est pas isolée à un coin de la physique. Ces dernières années, l'intrication a commencé à apparaître partout. En informatique quantique, c'est ce qui rend certaines opérations possibles. En physique de la matière condensée, elle explique des phases exotiques de la matière. Et dans des modèles théoriques de l'espace-temps lui-même, particulièrement en holographie et en gravité quantique, l'intrication émerge comme une caractéristique structurelle qui pourrait expliquer comment l'espace et le temps se forment dès le départ. L'une des conséquences les plus intéressantes est que le flux du temps pourrait ne pas être quelque chose de fondamental en physique. Il pourrait être quelque chose d'approximatif, quelque chose qui apparaît quand des systèmes sont suffisamment intriqués dans la bonne configuration. Dans cette vision, le temps n'existe pas pour tout. Il n'émerge que quand certaines structures informationnelles sont en place. Cela veut dire que le temps n'est pas universel, il est local. Il pourrait ne pas exister dans des systèmes trop petits, trop isolés, ou trop faiblement intriqués. Il pourrait se briser sous des conditions extrêmes, comme près des singularités ou pendant les moments les plus précoces de l'univers. Cela reformule aussi comment nous pensons aux observateurs en physique. En mécanique classique, l'observateur est un agent externe qui regarde un système évoluer dans le temps. Mais si le temps émerge de l'intrication, alors l'observateur est à l'intérieur du système. Son expérience du temps fait partie du motif d'intrication. Ils ne perçoivent pas le temps passé. Ils participent à sa construction. Cela change comment nous modélisons les mesures, comment nous définissons l'évolution et même comment nous pensons à la conscience dans des systèmes physiques. Ce n'est pas une métaphore, c'est des mathématiques précises appliquées à de vrais systèmes. Les corrélations entre particules intriquées ne sont pas vagues ou mystiques. Elles sont mesurables et correspondent aux prédictions avec une précision stupéfiante. Quand les chercheurs construisent des systèmes intriqués en laboratoire, ils peuvent suivre précisément comment une partie change par rapport à l'autre. Ces motifs ne sont pas imposés, ils sont découverts. Et quand ces motifs produisent des séquences régulières et prévisibles, ce que vous voyez est l'émergence du temps lui-même à partir de rien d'autre que de corrélations. Ce qui rend l'intrication si puissante, c'est qu'elle ne repose pas sur la localisation, la vitesse ou la distance. Elle ne requiert pas un champ ou une force au sens habituel. Elle n'est pas liée à la géométrie ou au mouvement. C'est purement sur la structure, sur comment les systèmes sont définis en relation les uns avec les autres. Cette structure est ce qui permet au temps d'exister pour les choses à l'intérieur. Et cela veut dire que le passage du temps, tel que nous l'expérimentons,
pourrait être moins sur une propriété fondamentale de l'univers et plus sur la forme de l'information entre états quantiques. L'intrication seule est déjà une idée puissante. Elle peut expliquer comment des systèmes évoluent sans avoir besoin de temps externes. Mais une fois que la gravité entre en jeu, tout devient plus compliqué et plus intéressant. Dans la vue classique de la relativité générale, la gravité n'est vraiment pas une force. C'est le résultat de la masse qui plie l'espace-temps. Et cette courbure affecte comment le temps s'écoule. Un champ gravitationnel plus fort ralentit le temps relativement à des plus faibles. Nous avons confirmé cela encore et encore. Des horloges atomiques placées juste quelques centimètres plus haut au-dessus du sol tic-tac mesurablement plus vite que celles plus bas grâce à la précision exquise de la mesure du temps moderne. Ce ne sont pas des expériences marginales. Elles sont précises, reproductibles et bien comprises. Mais l'influence de la gravité sur le temps devient encore plus intrigante quand la mécanique quantique s'implique. En théorie quantique, chaque particule peut être en superposition d'états, existant en multiples résultats possibles simultanément jusqu'à ce qu'une mesure soit faite. Imaginez une horloge quantique qui n'est pas juste en un endroit dans un champ gravitationnel, mais en superposition de localisation. Selon la relativité générale, le temps s'écoule différemment à différentes altitudes. Donc maintenant, vous avez une seule horloge expérimentant de multiples taux de temps simultanément. Cela semble étrange, mais c'est ce que vous attendriez si les deux théories sont justes. Les physiciens ont commencé à prendre cela au sérieux. En 2019, des chercheurs dirigés par Magdalena Zik ont publié des résultats d'une expérience qui plaçait deux atomes dans différents potentiels gravitationnels et les laissait devenir intriqués. L'idée était simple, observer comment la gravité affecte leur cohérence. La propriété quantique délicate qui permet aux particules d'exister en multiples états. Ce qu'ils ont trouvé était un décalage mesurable dans comment les états internes des atomes évoluaient. Et ce décalage correspondait exactement à ce que vous attendriez de la gravité influençant le passage du temps. En essence, la gravité distordait l'horloge quantique, pas comme une disruption, mais comme une partie active de comment l'évolution intriquée se produit. Cela mène à un point beaucoup plus grand. La gravité ne plie pas juste l'espace-temps, elle intrique les horloges. Et cette intrication change comment nous définissons le temps entre systèmes. Plus vos horloges sont précises, plus elles deviennent sensibles à l'influence de la gravité. Et cette influence n'est pas externe, elle devient intégrée dans l'information partagée entre systèmes quantiques. Cela veut dire que vous ne pouvez pas complètement séparer le passage du temps de l'environnement gravitationnel. Le tic-tac de l'horloge n'est plus un rythme isolé. Il dépend de la courbure de l'espace-temps. Et cette courbure, dans une vue quantique, dépend de comment la masse et l'énergie sont distribuées à travers le réseau intriqué. Maintenant, étendez cela au-delà de deux atomes. Pensez à chaque masse dans l'univers subtilement façonnant la structure d'intrication de chaque autre. Ce qui émerge n'est pas juste une toile d'influence gravitationnelle. C'est une structure profondément tissée où le temps, l'espace et l'information font tous partie du même cadre. Certains modèles en gravité quantique traitent maintenant l'espace-temps lui-même comme un motif à grande échelle formé à partir de bits intriqués. Dans ces modèles, les distances et les durées ne sont pas fondamentales. Elles sont émergentes. Elles surgissent de la façon dont les systèmes quantiques sont intriqués à grandes échelles. Une façon de picturer cela est avec le concept d'un cadre de référence quantique. En physique classique, un cadre de référence n'est qu'un système de coordonnées. Mais en mécanique quantique, surtout quand l'intrication et la gravité sont impliquées, les cadres de référence deviennent flous. Vous ne pouvez plus dire précisément où quelque chose est, ou à quelle vitesse il tic-tac, sans aussi spécifier comment il est intriqué avec le reste de l'univers. Si la gravité décale le taux d'horloge à un endroit et que cet endroit est en superposition, alors même l'ordre des événements devient incertain. Vous ne pouvez pas toujours dire ce qui est venu en premier, ou même si avant et après a du sens de la manière habituelle. Ce n'est pas de la science-fiction. Plusieurs propositions récentes, particulièrement de chercheurs travaillant sur la gravité quantique et l'émergence de l'espace-temps, suggèrent que des horloges intriquées pourraient être la seule façon de définir de manière significative le temps dans un univers quantique. Une étude proéminente a montré que si vous traitez le temps comme quelque chose de global, des incohérences apparaissent dans les calculs. Mais quand vous permettez de multiples horloges quantiques intriquées, chacune avec son évolution localement définie, ces incohérences disparaissent. Les maths marchent mieux quand le temps est relatif et émerge, pas absolu. Il y a une autre conséquence importante ici.
Si la gravité intrique les horloges, alors des environnements gravitationnels extrêmes comme les trous noirs pourraient distordre le temps, pas juste en le ralentissant, mais en altérant la structure d'intrication elle-même. Cela pourrait expliquer certains des puzzles que nous affrontons en essayant de réconcilier l'évaporation des trous noirs avec la conservation de l'information. Si l'évolution des états quantiques dépend de comment les horloges sont intriquées, alors comprendre le processus devient essentiel pour toute théorie qui essaie d'unifier la gravité avec la mécanique quantique. Cela change comment nous pensons à la mesure du temps en physique fondamentale. En mécanique newtonienne, une horloge était juste un outil, une mesure passive du passage du temps. En relativité, les horloges sont devenues des instruments locaux affectés par le mouvement et la gravité. Mais dans le tableau quantique gravitationnel qui émerge aujourd'hui, les horloges sont des participants actifs dans la formation de ce qu'est le temps. Leur intrication définit l'évolution d'autres systèmes. Leur placement dans un champ gravitationnel décale comment ces corrélations évoluent, et les relations entre elles construisent la géométrie même de l'espace et du temps lui-même. Ce que cela suggère, c'est que le temps n'est pas une seule rivière qui coule à travers l'univers. C'est plus comme un réseau de ruisseaux locaux, chacun défini par des horloges intriquées, chacun façonné par la gravité et tous tissés ensemble dans l'illusion d'un flux continu. Et juste comme avec l'intrication seule, ce flux pourrait ne pas être réel au sens le plus profond. Il pourrait n'apparaître que quand nous regardons de l'intérieur du système, quand nous, en tant qu'observateurs, faisons partie de la structure intriquée qui génère l'expérience du temps dès le départ. Si vous zoomez assez loin, pas juste dans l'espace, mais dans l'abstraction, il y a des façons de regarder l'univers où rien ne bouge, rien n'évolue, rien ne coule. Il n'y a pas de début, pas de fin, pas de direction et pas de passage du temps du tout. L'univers entier, dans certaines formulations de la cosmologie quantique, peut être décrit comme un objet unique et inchangé, une fonction d'onde à haute dimension fixe qui encode toutes les configurations possibles en même temps. Dans ces modèles, le temps ne bouge pas. Il n'y a pas de maintenant, pas d'avant, pas d'après. Il n'y a juste une structure. Cette perspective est souvent appelée l'univers bloc ou l'interprétation intemporelle. Ce n'est pas unique à la mécanique quantique. Même en relativité générale, quand vous résolvez les équations pour l'univers dans son ensemble, la description la plus complète est statique. Le passé, le présent et le futur sont tous intégrés dans une géométrie quadridimensionnelle, appelée espace-temps. Ce que nous expérimentons comme changement n'est vraiment que l'expérience de se déplacer le long d'un chemin dans ce bloc. Le bloc lui-même ne change pas. Il existe juste. Mais en mécanique quantique, la situation est encore plus extrême. Dans de nombreuses formulations, surtout dans les tentatives de combiner la théorie quantique avec la gravité, l'équation qui décrit l'univers n'a pas de variable temps dedans du tout. Et comme mentionné plus tôt, l'équation de Wheeler-DeWitt, par exemple, est une équation centrale en gravité quantique et elle n'inclut pas le temps. L'univers qu'elle décrit est complètement statique. Et pourtant, tout ce que nous voyons autour de nous, les étoiles qui évoluent, les organismes qui vieillissent, l'information qui est traitée, suggère un monde en mouvement. Quelque chose change clairement. Donc, d'où vient ce changement? Si l'univers sous-jacent ne bouge jamais, la réponse réside encore une fois dans l'intrication. Quand un système est vu de l'extérieur comme un état total, il peut être complètement figé. Mais si vous êtes à l'intérieur du système et qu'une partie est intriquée de la bonne manière avec une autre partie, vous pouvez détecter des corrélations qui ressemblent exactement au temps. Cela veut dire que le sens du temps qui passe n'est pas global. Il est relationnel, il ne dépend pas d'un tic externe. Il dépend de comment une partie du système change quand vous la comparez à une autre. De cette vue, le temps est une illusion locale intégrée dans le tissu de l'intrication. Cela change comment nous pensons à ce qu'est l'univers. Il arrête d'être une machine qui avance dans le temps. Il devient plus comme un ensemble de données complet, un espace de configuration qui tient tout en même temps. Les événements que nous expérimentons ne sont pas causés par une horloge qui avance. Ils sont révélés par notre mouvement à travers un motif d'intrication. Et ce mouvement n'est pas imposé de l'extérieur. Il est interne à la structure elle-même. Pensez-y comme à la lecture d'un livre. Le livre ne change pas quand vous tournez les pages. Les mots sont déjà imprimés, mais votre expérience de l'histoire se déroule page par page. Cette expérience semble dynamique, même si le livre est statique. De la même manière, l'univers pourrait ne rien faire dans un sens absolu. Mais à cause de comment les systèmes quantiques sont intriqués, les observateurs intégrés dans la structure expérimentent le monde comme s'il évoluait. Ce qui est important,
c'est que ce n'est pas juste une analogie. La structure de la fonction d'onde contient toutes les configurations possibles du système. Et les corrélations entre parties de cette fonction d'onde définissent ce que les observateurs internes perçoivent. Si vous êtes un sous-système et que vous comparez votre état à un autre sous-système corrélé, vous obtenez des séquences. Ces séquences ressemblent à des moments. Et quand elles sont ordonnées juste comme il faut, elles donnent naissance à l'apparence de mouvement. L'implication plus profonde est que rien ne bouge de la manière dont nous l'imaginons. Il n'y a pas de grand moteur universel poussant les moments du passé vers le futur. Au lieu de cela, tous les moments possibles sont encodés dans la fonction d'onde, et le temps émerge comme une façon d'organiser les corrélations. Cela ne rend pas notre expérience du temps moins valide. Cela veut juste dire qu'elle n'est pas une partie fondamentale de la structure. C'est une caractéristique dérivée, une conséquence de comment l'information est distribuée dans des sous-systèmes intriqués, et ce genre de structure n'est pas juste théorique. Elle est cohérente avec comment nous modélisons réellement des systèmes quantiques, en physique multicorps, cosmologie et théorie de l'information. Même dans des contextes expérimentaux, des systèmes intriqués révèlent cette propriété. Stase globale, avec dynamiques internes. Dans des systèmes isolés sans accès à une horloge externe, l'évolution apparaît encore quand vous examinez des corrélations relatives. Les données correspondent à ce que vous attendriez si le temps était un sous-produit de l'intrication plutôt qu'un flux externe. Cela reformule ce que cela veut dire de dire que l'univers est vivant ou en mouvement. Si le temps ne coule pas mais que l'intrication génère l'apparence de flux, alors notre expérience en tant qu'observateur conscient est profondément liée à la structure informationnelle de l'univers, pas à son mouvement. Nous percevons le changement pas parce que l'univers change, mais parce que nous faisons partie d'un système où les corrélations évoluent en motifs qui ressemblent à ce que nous appelons le temps. Ce n'est pas une illusion au sens d'être faux. C'est réel de la même manière que la température est réelle. Vous ne voyez pas une molécule étiquetée chaleur, mais le comportement collectif de nombreuses molécules crée quelque chose que nous décrivons comme chaleur. De la même manière, vous ne trouvez pas une particule qui émet du temps. Mais la bonne structure d'intrication crée une séquence d'observation qui ressemble au temps. Et c'est assez pour construire toute l'expérience d'un univers changeant, de la mémoire au mouvement au sens. La plupart des gens supposent que le temps et la causalité sont inséparables. L'un cause l'autre. Un événement se produit, puis un autre suit. A pousse B, B mène à C. Nous ne nous souvenons pas juste du passé, nous nous souvenons de l'ordre des choses. La cause mène à l'effet. Cette structure semble si fondamentale que nous la questionnons rarement. Mais si le temps lui-même n'est pas fondamental, s'il est un sous-produit de l'intrication, une illusion locale dans un univers statique, qu'arrive-t-il à la causalité? Une chose peut-elle encore causer une autre s'il n'y a pas d'avant et d'après absolu? Étonnamment, la réponse semble être oui, mais pas de la manière dont nous sommes habitués à y penser. En physique classique, la causalité est simple. Vous avez des variables qui évoluent sur le temps. Et si l'une change l'autre, vous avez une chaîne causale. Une boule de billard frappe une autre et la seconde bouge. Vous pouvez la tracer en arrière et en avant en utilisant le temps comme toile de fond. Mais en mécanique quantique, la situation est plus subtile. L'équation de Schrödinger permet de prédire comment un système évolue. Mais elle ne distingue pas entre temps avant et arrière. Si vous inversez la direction, les maths marchent encore. Il n'y a pas de flèche intégrée. L'idée de causalité, où le passé affecte le futur mais pas l'inverse, doit venir d'ailleurs. Une façon dont les physiciens essaient de récupérer la causalité en théorie quantique est à travers le concept de mesure. Une fois qu'une mesure est faite, le système est forcé dans un résultat spécifique. Cet effondrement est ce qui donne à la mécanique quantique son comportement événementiel. Quelque chose de défini se produit et cela semble briser la symétrie temporelle. Mais l'effondrement lui-même n'a pas de vitesse ou de direction définie. En fait, dans de nombreuses interprétations de la théorie quantique, l'effondrement n'est qu'un terme provisoire pour désigner notre manque de connaissances. Il n'impose pas la causalité au sens traditionnel. Les choses deviennent encore plus compliquées quand les chercheurs ont commencé à expérimenter avec l'ordre causal indéfini, un concept qui n'existe même pas en physique classique. En 2018, une équipe a utilisé un commutateur quantique pour créer une situation où deux événements, appelons-les A et B, se produisaient dans un ordre qui n'était pas fixe. En fonction de comment le système était mesuré, A semblait venir avant B, ou après B, ou ni l'un ni l'autre. Ce n'était pas juste aléatoire.
l'expérience était construite pour tester si l'ordre lui-même pouvait être intriqué. Et les résultats ont montré que dans certains systèmes quantiques, la séquence d'événements n'est pas juste inconnue. Elle n'existe pas vraiment jusqu'à ce que le système soit observé. Cela brise complètement l'idée classique d'une timeline où les événements se produisent l'un après l'autre dans un ordre objectif unique. Cela suggère que la causalité, comme le temps, pourrait être une propriété émergente, quelque chose qui n'apparaît que quand assez de corrélations ont été établies dans un système. Dans de petits setups ou hautement intriqués où il n'y a pas de cadre de référence préféré, la question de quel événement a causé lequel pourrait même ne pas avoir de sens. Mais cela ne veut pas dire que l'univers est chaotique ou sans loi. Même dans ces systèmes quantiques, les probabilités se comportent de manière structurée et prévisible. Vous ne pouvez pas envoyer de signaux en arrière dans le temps ou briser des règles thermodynamiques. Ce qui change, c'est comment nous définissons la cause. Au lieu d'événement A se produisant et puis événement B se produisant à cause de lui, vous obtenez des corrélations entre A et B qui ne prennent un sens causal que relativement à d'autres sous-systèmes, surtout ceux qui fonctionnent comme observateurs ou horloges. Dans ce cadre, la causalité devient relationnelle. Elle n'est pas intégrée dans le tissu de l'espace-temps, mais dans la structure de l'intrication et l'information qui coule entre sous-systèmes. Un sous-système pourrait enregistrer événement A et puis événement B. Et pour cet observateur, il y a une structure claire cause-effet, mais un autre sous-système intriqué différemment pourrait les enregistrer dans un ordre différent, ou pourrait ne pas enregistrer un ordre significatif du tout. Cela pourrait sembler abstrait, mais cela a de vraies implications pour les technologies quantiques. Les ordinateurs quantiques, par exemple, exploitent parfois des superpositions d'opérations avec ordre causal indéfini. Ce ne sont pas des dispositifs hypothétiques. Ils sont physiquement réalisables et dans certains cas plus efficaces que des équivalents classiques. Ils reposent sur des corrélations qui ne se conforment pas à une séquence temporelle stricte. Et pourtant, ils produisent encore des résultats utiles et structurés. C'est la causalité sans temps en action. La leçon plus générale, c'est que notre image habituelle de la cause et de l'effet n'est pas aussi fondamentale qu'elle le semble. Dans un monde où le temps pourrait être une propriété émergente de l'intrication, la causalité doit aussi être émergente. Elle vient de la consistance de motifs internes, pas d'une horloge universelle. Tant que l'information échangée entre parties du système préserve certaines contraintes, comme pas de signalisation plus rapide que la lumière et consistance à travers les enregistrements, alors l'illusion de cause et effet tient ensemble. Ce n'est pas brisé, c'est juste construit différemment que nous pensions. La plupart de ce que nous appelons réel en physique a une quantité mesurable derrière. Vous pouvez pointer vers la masse et trouver des particules qui la portent. Vous pouvez mesurer la charge électrique et la lier à des forces connues. Vous pouvez prendre quelque chose comme la température et le décomposer en mouvement au niveau moléculaire. Mais quand il s'agit du temps, il y a un vide. Nous pouvons mesurer des durées, traquer des changements et observer des séquences. Mais il n'y a pas de particules fondamentales de temps, pas de porteurs, pas d'unité directe liée à quelque chose de physique de la même manière que la masse est liée à la matière. Ce n'est pas un défaut en physique. C'est un indice que le temps pourrait ne pas être une propriété autonome de l'univers, pas du tout. Il pourrait être plus comme une perspective, quelque chose qui émerge de comment nous, en tant qu'observateurs, sommes intégrés dans le système. De ce point de vue, le temps n'existe pas là-dehors. Il existe seulement en relation avec nous et les systèmes avec lesquels nous interagissons. Il y a un exemple pratique de cette idée dans la façon dont la physique quantique moderne modélise les observateurs. En physique classique, un observateur est externe. Il est assis en dehors du système et enregistre ce qui se passe. Son horloge est fiable, indépendante et non affectée par le système lui-même. Mais en mécanique quantique, l'observateur ne peut pas être séparé de ce qui est observé. Il fait partie du tout intriqué, ses outils, son cadre de référence, ses données. Ce ne sont pas juste des éléments passifs, ils façonnent la mesure. Et quand l'horloge de l'observateur est intriquée avec le système, ce qu'il voit n'est pas une mesure absolue du temps, mais une évolution relative. Cela dépend entièrement de la structure de l'intrication. Dans ce contexte, le temps devient une étiquette que nous assignons à une séquence de changements corrélés. L'observateur regarde un sous-système, l'horloge, changer dans un motif consistant. En même temps, il traque un autre sous-système, la cible, et note comment son état varie en pas avec l'horloge. Cette corrélation est ce qui donne l'illusion de flux. Ce n'est pas le tic-tac de l'horloge qui cause l'évolution,
C'est l'intrication entre les deux systèmes qui crée l'apparence de mouvement. Sans cette corrélation, rien ne semblerait changer, même si l'horloge elle-même continuait à tic-tac. Cette idée s'étend au-delà des photons ou atomes en laboratoire. Si nos propres systèmes biologiques, incluant nos cerveaux, sont profondément intriqués avec l'environnement, alors notre sens du temps, le flux d'expérience, la mémoire et l'anticipation pourraient aussi être le résultat d'une structure relationnelle. Le cerveau n'a pas besoin de référencer une horloge cosmique externe pour percevoir le temps. Il n'a besoin que de comparer des états internes et la régularité des signaux sensoriels. Si ces signaux sont intriqués de la bonne manière, le temps émerge comme un sous-produit de cette structure informationnelle. Il y a une conséquence importante ici. Différents observateurs pourraient expérimenter le temps différemment, pas juste à cause de la vitesse ou de la gravité comme prédit par la relativité, mais à cause de comment ils sont intriqués avec les systèmes autour d'eux. En d'autres termes, le temps pourrait ne pas être juste relatif en termes de taux, il pourrait être relatif en termes d'existence. Certains sous-systèmes pourraient expérimenter une séquence d'états qui s'aligne avec un motif temporel, tandis que d'autres pourraient ne pas expérimenter de changement significatif du tout. Dans des systèmes complexes avec de nombreux niveaux d'intrication, de multiples temps superposés pourraient exister simultanément. Chacun valide de sa propre perspective interne. Ce n'est pas juste une revendication philosophique. C'est soutenu par la structure de la mécanique quantique. Quand nous écrivons la fonction d'onde totale d'un système fermé, il n'y a pas d'horloge intégrée, il n'y a pas de variable qui nous dit quel moment nous sommes. Mais quand nous isolons un sous-système et définissons une référence basée sur une partie corrélée, comme une horloge, les équations qui émergent reflètent l'équation de Schrödinger dépendante du temps familière. Le temps ne revient pas parce qu'il était caché, mais parce que nous avons imposé une perspective sur le système. Nous avons choisi une partie comme l'horloge et l'avons utilisée pour décrire l'évolution de l'autre. Ce choix est arbitraire. N'importe quel sous-système pourrait servir d'horloge tant qu'il maintient des corrélations consistantes avec le reste du système. De cette manière, le temps n'est pas un ingrédient de la réalité. C'est une correspondance entre des changements. C'est un cadre que nous construisons à partir de relations entre systèmes intriqués. Et parce que nous faisons partie de ces systèmes, notre propre expérience du temps est façonnée par les corrélations que nous pouvons percevoir. Cette idée s'accorde bien avec ce que nous savons sur la décohérence, le processus par lequel les systèmes quantiques commencent à se comporter classiquement quand ils interagissent avec leur environnement. Quand les systèmes décohèrent, ils perdent leur capacité à rester en superposition et leur comportement commence à matcher les attentes classiques. Mais ce processus établit aussi une base préférée, un ensemble de résultats stables et prévisibles que les observateurs peuvent mesurer. Cette base inclut le flux apparent du temps. Une fois que la décohérence a verrouillé des corrélations entre systèmes, des séquences émergent et ces séquences définissent la perception de l'observateur de cause, mémoire et changement. De l'extérieur, rien de cela n'a à être réel. Un observateur global avec accès à la fonction d'onde complète verrait un système statique, pas de passé, pas de futur, juste un état intriqué massif. Mais de l'intérieur, les observateurs voient le temps, ils voient la cause, ils voient le mouvement, ils voient un univers qui évolue. Pas parce qu'il évolue réellement, mais parce que l'information disponible pour eux est ordonnée d'une manière qui produit cette impression. Cette impression est consistante, elle est fiable, elle correspond aux prédictions. Elle marche même avec la thermodynamique tant que l'entropie augmente le long du chemin d'états intriqués que l'observateur suit. Mais c'est encore une perspective. Cela ne prouve pas que le temps existe en dehors du système. Cela montre simplement que des observateurs intriqués de la bonne manière percevront le monde comme s'il évoluait réellement. Cette redéfinition du temps, d'une variable indépendante à une structure émergente fondée sur des corrélations, ouvre la voie à une manière totalement nouvelle de comprendre les lois physiques. Elle déplace l'attention de ce qui existerait à l'extérieur vers ce qui peut être connu depuis l'intérieur même du système. Et en faisant cela, il suggère que beaucoup des caractéristiques les plus basiques de notre expérience, mouvement, mémoire, séquence, même l'idée de progrès, pourraient ne pas être intégrées dans le tissu de la réalité, mais dans la façon dont nous y participons. Si le temps n'est pas fondamental, alors qu'est-ce que nous avons exactement mesuré tout ce temps? Chaque calendrier, chaque battement de cœur, chaque orbite planétaire. Nous avons traité ces choses comme des marqueurs de quelque chose de plus profond, quelque chose qui coule sous la surface de tout le reste. Mais si tout cela n'est que le résultat de l'intrication quantique,
Si le temps n'émerge que quand certains systèmes sont intriqués de manière spécifique, alors la chose que nous avons mesurée n'est pas une horloge universelle. C'est le motif. C'est la structure de relation entre états. Et cela force une question beaucoup plus grande. Si le temps n'est pas réel de la manière dont nous pensions, cela veut-il dire qu'il s'arrête ici? Ou est-ce juste le point de départ pour une meilleure compréhension? La physique ne traite typiquement pas en réponse finale. Ce que nous appelons la fin de quelque chose s'avère souvent être un reformatage. Ce n'est pas que le temps arrête d'exister, c'est que nous arrêtons d'en avoir besoin comme supposition basique. Au lieu de commencer nos modèles avec une variable temps déjà en place, nous commençons avec des systèmes et leurs corrélations. Et le temps devient l'un des nombreux motifs qui peuvent surgir de ces corrélations. C'est un changement de perspective. Passer d'une vision où le temps est un donné à une vision où il est un résultat. Ce n'est pas juste théorique. Cela affecte comment nous construisons des modèles, comment nous simulons des systèmes physiques et comment nous interprétons des expériences. En informatique quantique, par exemple, le temps n'apparaît pas toujours de la manière que vous attendriez. Certaines computations sont modélisées entièrement à travers des transformations unitaires, des opérations qui évoluent des états quantiques sans avoir besoin d'une horloge qui tic-tac. Le résultat est basé sur les étapes prises, pas sur combien de temps elles ont pris. Ce genre de logique devient plus commun à travers la physique, surtout alors que les chercheurs explorent des formulations intemporelles de la mécanique quantique. L'implication plus grande est sur comment nous comprenons le changement lui-même. Si le temps est un phénomène émergent, alors tout ce qui en dépend l'est aussi. Mouvement, croissance, histoire, même la conscience. Aucune de ces choses ne requiert un flux fondamental de temps pour exister. Elle requiert de la consistance, elle requiert des motifs stables à travers systèmes. Et si ces motifs viennent de l'intrication, alors la continuité que nous associons à être vivant ou expérimenter des moments pourrait être enracinée dans quelque chose de bien plus abstrait que des secondes qui tic-tac. Cela pourrait être le cerveau en tant que sous-système enregistrant des corrélations cohérentes avec son état interne et son environnement. C'est tout ce qu'il faudrait pour construire l'apparence du temps de l'intérieur. Cela ne veut pas dire que le temps est insignifiant. Au contraire, cela veut dire que le temps pourrait être plus spécial que nous pensions. Pas parce qu'il est une caractéristique intégrée de l'univers, mais parce qu'il est une caractéristique qui n'émerge que sous des conditions spécifiques. Et cela lui donne un contexte. Cela explique pourquoi le temps se comporte comme il le fait ici dans notre partie de l'univers, mais pourrait se comporter très différemment ou ne pas apparaître du tout sous différentes circonstances physiques. Ce n'est pas universel, c'est situationnel. Juste comme la température n'a pas de sens pour une seule particule, le temps pourrait ne pas avoir de sens dans un système sans intrication. Cela ouvre aussi de nouvelles façons de penser au début de l'univers. Si le temps est émergent, alors l'idée d'un premier moment pourrait ne pas s'appliquer de la manière dont nous l'imaginons habituellement. L'univers précoce pourrait avoir eu une faible intrication ou pas de sous-système significatif pour définir une horloge. Dans ce cas, le temps comme expérience n'aurait pas encore existé. Il n'aurait pas commencé. Il se serait formé plus tard, alors que la complexité augmentait et que des structures intriquées émergeaient. Le Big Bang pourrait ne pas avoir été le début du temps, mais le commencement des conditions où le temps pouvait être perçu. À l'autre extrémité du spectre, si l'univers atteint un jour un état d'intrication maximale ou si l'information devient trop diffuse pour soutenir des corrélations structurées, alors le temps pourrait s'estomper. Pas dramatiquement. Pas avec des horloges qui tic-tac s'arrêtant, mais doucement, lentement, comme une histoire atteignant sa dernière page. Pas parce que les pages sont épuisées, mais parce qu'il n'y a plus rien à écrire. Dans ce scénario, le temps ne finit pas. Il arrête simplement d'être significatif, juste comme il ne l'était pas avant qu'il commence. Donc, est-ce la fin du temps? Pas vraiment. C'est la fin du temps comme fondation. Mais c'est le début du temps comme phénomène, quelque chose qui peut être étudié, dérivé et compris en termes d'information, de structure et d'intrication. Cela fait passer le temps de l'arrière-plan au premier plan, non plus comme un absolu, mais comme un élément émergent du puzzle. Et en faisant cela, cela ouvre la porte à une physique plus profonde. Une où l'expérience, l'observation et l'interaction ne sont pas juste des choses qui se produisent dans le temps, mais des choses qui le créent. Ce changement ne simplifie pas l'univers, il le complique de la meilleure manière possible parce qu'il nous dit que le temps n'est pas juste en train de tic-tac dans une dimension invisible. Il est construit moment par moment à travers la façon dont les systèmes se relient. Et cela veut dire que comprendre le temps n'est pas juste sur des secondes
ou la relativité, ou la cosmologie. C'est sur la structure, sur la corrélation, sur ce que cela veut dire d'exister dans un univers, où même le temps pourrait n'être qu'un effet secondaire d'être partie de quelque chose de plus grand.